Bon, alors bonjour. Je vais vous faire une présentation qui va être passablement différente de celle que vous avez jusqu'à présent. Donc, vous en avez eu beaucoup, vous êtes un peu fatigué. On va aller ailleurs, complètement ailleurs, vous allez voir. Je n'aurai pas de résultats à présenter. Dans le cadre de la conférence, c'est une conférence sur les méthodologies. Et la question que je vais poser, c'est quelle serait une autre étape, quelle serait la prochaine étape? Et ça va être l'occasion de discuter avec vous qui êtes des experts du domaine, peut-être de cette étape possible, qui justement irait dans la direction peut-être de certaines interventions, de l'application. Comment pourrait-on appliquer ces choses-là dans l'enseignement? Est-ce que ça pourrait être utile à un enseignant? Et bon, c'est un effort, une direction possible d'utilité. Et c'est une recherche qui permettrait peut-être vous allez voir, d'étendre peut-être la portée, d'essayer de généraliser les résultats en les appliquant dans une situation qui serait plus près des enseignants. Le titre ne l'annonce pas du tout, mais vous allez voir. Donc, je vous épargne le résumé, il est dans les actes, vous pourrez le lire plus tard. Alors, la problématique, commençons avec ça. Donc, à quel problème éducatif on s'adresse ici? Donc, les enseignants, en général, certaines études sont intéressées à cette question, évaluent mal la difficulté des tâches pour leurs élèves. Alors, si on demande à des enseignants, voici une liste de tâches, est-ce que cette tâche est difficile ou non? Quelle fraction de vos élèves réussirait cette tâche? Est-ce qu'elle est bonne pour évaluer vos élèves? Et tout ça, ils réussissent très mal. Et en général, moins de 50 en fait. Ils n'arrivent pas à bien évaluer et ils réussissent encore plus mal pour les étudiants en difficulté, ceux qui en auraient le plus besoin. Et là on tombe sous les 25 Alors, c'est vraiment un problème et on peut comprendre. Si vous avez une expérience d'enseignement, vous savez aussi, on se trompe souvent. On prépare quelque chose, on pense que c'est très bon, on l'essaie et les étudiants sont traumatisés parce que c'était vraiment trop difficile. Donc, deuxième problème éducatif possible, les enseignants manquent de temps pour bien évaluer. On comprend, ils ont une tâche très lourde, et ils sont pris au quotidien à faire plein de choses. Et donc, la conception, des fois, l'évaluation arrive rapidement, ils doivent produire des choses, ça se fait un peu n'importe comment. Les évaluations sont, je dirais, parfois douteuses même. Même l'enseignant lui-même le sait, mais c'est la contrainte de temps. Il faut avancer, il faut procéder. Donc, on y va. Ils ont besoin d'aide. Cette recherche-là va s'inscrire dans cette ligne-là. Et autre considération, évidemment, les élèves ont des conceptions initiales qui résident aux apprentissages. Vous en avez entendu parler beaucoup depuis ce matin, je ne reviendrai pas là-dessus, mais bon, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant d'utiliser, peut-être même pour évaluer les élèves. Solution possible par les chercheurs en sciences de l'éducation, par nous. C'est un courant de recherche qui existe, qui s'appelle la production automatisée de tâches d'évaluation. Donc, le but de ce courant, auquel je m'intéresse, c'est de produire automatiquement des tâches qui sont adaptées aux élèves. Ce sont des tâches dont on pourrait prédire à l'avance la difficulté, à l'aide de modèles. Donc, l'exercice étant de produire des modèles de tâches plutôt que seulement des tâches et de valider ces modèles. Donc, pas valider les tâches une par une, valider des modèles qui pourraient générer des milliers de tâches, des centaines de milliers de tâches qui pourraient être adaptées, des tâches dont on pourrait prédire la difficulté. Donc, vous voyez, c'est un travail de chercheur de valider ces modèles-là, mais une fois que le modèle est développé, il pourrait être utilisé par les enseignants pour faire des tâches qui seraient adaptées à leurs besoins. On pourrait même imaginer des modèles informatisés qui pourraient automatiquement générer des tâches. L'enseignant pourrait se présenter, voilà, j'ai besoin de 1000 tâches sur tel sujet pour des élèves de tel niveau qui seraient bien adaptés, voilà, on pourrait les produire. Donc, c'est un courant de recherche intéressant auquel je m'intéresse. Et pour produire ces modèles-là, évidemment, on veut s'attaquer à des grandes banques de tâches, il faut avoir des grands ensembles de données. Si on le fait, si on le pose nous-mêmes, c'est très, très long, mais si on peut utiliser des enquêtes internationales, qui sont des enquêtes qui sont passées dans plusieurs pays, pour lesquelles il y a des centaines de milliers de répondants dans 60 pays. Tout ça est bien réfléchi, bien calibré, et c'est quelque chose auquel je me suis intéressé et pour lesquels on produit des modèles. Donc, on s'est intéressé à ça, on a commencé à produire des modèles, et on s'est rendu compte que on s'est rendu compte que ces modèles-là nous donnaient peut-être des idées, des pistes qui pourraient être validées avec la neuroéducation, et ce qui m'amène à la prochaine diapo. Donc, la neuroéducation pourrait être l'occasion de valider les modèles que nous développons plus en profondeur, de façon à mettre à l'épreuve des hypothèses, par exemple, qui ont été évoquées aujourd'hui pour certaines tâches, pour des tâches uniques, des tâches précises, et essayer de les appliquer à des plus grands ensembles, de façon à produire un modèle qui pourrait être utilisé par la suite, comme j'ai dit précédemment, dans les classes. Le but de ce projet de recherche, puisque c'est un projet, il n'est pas encore commencé, ça serait
d'établir un lien statistique entre l'activation cérébrale de deux régions principales qui ont été identifiées suite à une revue de la littérature et les deux variables prédictives principales d'un modèle qu'on aurait développé à partir des enquêtes. Et ce modèle-là, il est déjà en cours de développement. C'est une recherche qui est déjà avancée, évidemment pour des tâches en sciences. Alors, on continue. Quelques éléments théoriques. Bon, je vais aller assez rapidement. Résistance des conceptions, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. On a produit à partir de ça une variable qui pourrait être utilisable, opérationnelle, qui s'appellerait le conflit conceptuel. Nous lui avons donné un nom différent. Remarquez, ce n'est pas le conflit cognitif, mais ça fait quand même référence à ce courant de recherche qui, ça a été évoqué précédemment aujourd'hui, le conflit cognitif s'intéresse à, par exemple, une situation, on a un élève qui va vivre un changement conceptuel, on lui présente une situation qui le met en conflit entre sa conception initiale et le concept qu'on voudrait mettre à l'étude. Donc, le conflit cognitif suppose l'existence de deux concepts, on pourrait dire, le concept scientifique et la conception que l'on a. Donc, vous voyez, c'est cette chose-là auquel on fait référence. Et nous, on a parlé ici bon, plusieurs études ont parlé de ça, comme le temps presse, je ne vais pas m'étendre sur tout ça, mais ces deux éléments-là qu'on utilise, par exemple, c'est comment le laser comme ça? Oui. Okay, donc le conflit cognitif, qui s'intéresse à l'attaque d'une conception. Vous avez un élève qui a une conception, on veut la changer, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on le met dans une situation où il va être en conflit et il va devoir réfléchir. Le conflit conceptuel, tel que nous, on l'utilise dans le cadre des tâches d'évaluation, c'est un peu l'opération inverse, c'est-à-dire que nous avons un concept à apprendre, on va poser une question, et lorsqu'on va poser cette tâche d'évaluation-là en lien avec la conception, l'élève va avoir une certaine résistance qui va être possiblement causée par une conception qu'il a et qui l'empêche de donner la bonne réponse. Donc, vous voyez, c'est un peu le même type d'idée, mais qui va s'appliquer dans une tâche. Devenons plus concrets maintenant. Nous avons opérationnalisé la variable en l'aide d'un petit tableau que je vous présente rapidement. Donc, 3 états. On pourrait en avoir plus ou moins. On s'est entendu sur 3 états pour commencer. Premier état, le conflit absent. Donc, il y a une bonne réponse, il y a une tâche, mais il n'y a aucune conception de présente. Donc, là, on y répond très spontanément. Deuxième possibilité, conflit partiel. Allons tout de suite au conflit complet. Il y a une conception qui empêche, qui bloque la réponse. Et donc, la réponse ne se donne pas spontanément. Et on a la possibilité, dans la tâche, de répondre dans le sens de sa conception ou non. Vous allez dire, ah, est-ce que c'est possible d'avoir une tâche où on ne peut pas répondre? Bien oui, imaginez une question à choix de réponse. On vous pose une question, il y a une bonne réponse. Vous avez en tête que la bonne réponse devrait être autre chose, mais votre réponse n'apparaît pas dans les choix de réponse. Alors, vous vous retrouvez dans une situation un peu étrange où vous ne voulez pas répondre à certaines réponses. Vous en avez une en tête, vous ne pouvez pas y répondre, donc vous en choisissez une autre. Et donc, vous voyez, vous êtes dans un état un peu intermédiaire et c'est quelque chose qui va produire des effets. Deuxième variable, elle a été évoquée par Patrice, la question du doute, de la certitude. Il en a parlé. Donc, c'est quelque chose qui peut être lié à la performance. On a vu que c'était déterminant dans les tâches d'évaluation. Et donc, on a créé une variable qui représente cette chose-là. Cette variable-là va avoir son petit tableau aussi. On a eu besoin de plus d'états parce que c'est quelque chose qui est plus difficile. La certitude, on a vu, on a remarqué, on l'a utilisée, elle est reliée, oui, à la réflexion, à l'idée du doute, mais on s'est rendu compte qu'elle est aussi reliée à l'idée de la durée. L'idée du fait que si on est incertain, ça a été évoqué par Stéphanie tout à l'heure, si on est incertain, ça prend plus de temps, en général. Quand on est certain, quand on ne doute pas, on y va plus spontanément. Et donc, la vitesse va avoir un lien dans la réponse que l'on donne. Allez, revenons à quelque chose d'encore un peu plus concret. Je vous pose une question tirée directement d'une enquête internationale pour vous donner une idée. Et on se pose la question, qu'arrivera-t-il au clou lorsque le courant va passer? Alors, je vous invite à essayer de répondre rapidement. Pas besoin de donner votre réponse, je vais juste y réfléchir pour ne pas vous commettre. Est-ce que le clou va fondre? Est-ce qu'un courant électrique va passer dans le clou? Est-ce que le clou va devenir un aimant? Est-ce que rien ne va se produire? Bonne question. Je vous invite à répondre. Alors, je vous donne la bonne réponse. La bonne réponse, le clou va devenir un aimant. Peut-être que vous n'avez pas répondu à cette question-là. Peut-être que ce n'était pas votre premier choix, spontanément. Quel était votre premier choix? Hein, vraisemblablement, la conception fréquente, les gens vont dire, le courant va passer dans le clou. Hein?
J'imagine que plusieurs d'entre vous voulaient répondre dans cette question. On peut se poser la question, selon l'échelle que j'ai présentée précédemment, est-ce qu'il y a une conception qui vous amène vers une autre réponse que la bonne? Probablement oui. Et est-ce qu'à la fin, vous étiez certain? Vous voyez, probablement que la certitude n'était pas très, très forte ici. Voilà. Le temps passe. Celle-là, je ne la ferai pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais en mettre une autre pour vous montrer un autre état d'esprit. Vous avez 3 blocs. Lequel sera possiblement le plus lourd? Le bois, le métal, le fer ou le styromousse? Vraisemblablement, vous répondez assez spontanément, avec pas mal de certitude. Je dirais même, vous pourriez répondre probablement très rapidement, avant même de voir les choix de réponse. Vous avez déjà quelque chose en tête. C'est quelque chose qui est assez certain et pour lequel vous ne doutez pas. C'est un autre état dans le tableau des variables. Vous voyez? OK. Quelles sont les régions cérébrales impliquées dans ce genre de truc? On a regardé la revue de littérature. On a essayé d'identifier 2 régions, une pour chacune des variables. Et ce sont des régions qui ont été évoquées précédemment aujourd'hui, donc je n'ai peut-être pas besoin d'y revenir. Le cortex singulaire antérieur, évidemment. Et le cortex préfrontal pour l'incertitude, c'est à vérifier. Et c'est ce qu'on voudrait faire dans une prochaine étude. Voilà. Méthodologie, donc, maintenant, très rapidement. On imagine, et je serais intéressé à discuter de la chose avec les gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience avec ça, une 50aine d'élèves, droitiers, ainsi de suite. L'imagerie par résonance magnétique, bien entendu, puisque une des régions impliquées est profonde dans le cerveau. Donc, on s'attend à ce qu'on ait besoin de cette méthode-là pour voir les régions. Et ce qu'on voudrait faire, c'est construire un ensemble de tâches basées sur celles que je vous ai présentées, par exemple, qui pourraient reproduire les différents états des variables possibles dans le tableau, de façon à pouvoir par la suite tester si l'hypothèse de ces 2 variables-là reliées à la difficulté pourrait produire une activation des régions cérébrales. Et contrairement aux autres variables, contrairement aux autres recherches qui ont été présentées jusqu'à présent, on ne s'intéresserait pas seulement à la différence présence ou absence d'une variable. On a des tableaux qui sont à plusieurs états et on voudrait voir est-ce qu'il y a une progression de l'activation. Donc, c'est d'essayer d'aller plus loin, de pousser encore un peu plus loin la recherche pour essayer de voir si progressivement il y aurait des activations des différentes régions cérébrales, d'une part, ce qui nous amènerait peut-être à poser des conclusions qui auraient une portée plus large que celles qu'on a habituellement. Habituellement, les recherches, telles que vous les avez vues, souvent, se font avec une seule tâche. On a quelque chose d'assez précis. On voudrait avoir un spectre plus large de façon à valider un modèle plus en profondeur. Et en même temps, et c'est ça qui est intéressant, on pourrait arriver peut-être à des conclusions comme certaines régions cérébrales sont particulièrement importantes pour réussir les tâches en sciences qui sont présentes dans les enquêtes internationales, dans les enquêtes qui sont à très grande échelle. Donc, ça serait une façon de valider, si on veut, l'hypothèse cérébrale comme étant déterminante. Certaines régions seraient déterminantes pour un très grand ensemble de tâches. Donc, vous voyez, c'est un exemple d'application. Et une fois qu'on sait ça, on pourrait maintenant essayer d'intervenir, bon, d'une part, utiliser les modèles pour produire des tâches, mais aussi intervenir peut-être sur des éléments pour ces régions-là plus spécifiquement, pour essayer de faire en sorte que les gens réussissent en sciences et de façon globale, d'une façon qui serait encadrée par la recherche. Voilà. Donc, je termine avec ça. Les résultats anticipés sont évidents. C'est ce que je viens de dire. Et on arrive à la période de questions. Voilà.